Le 8 novembre 1811, l'île de la Réunion, alors île Bourbon, fut le théâtre de la plus grande révolte de son histoire. Ce fut un épisode exceptionnel qui ébranla quelques jours durant le système colonial. Mais son souvenir semble aujourd'hui pratiquement perdu, après 2 siècles d'occultation et de silence. Voici l'histoire de ces héros oubliés du peuple réunionnais, morts sous l'étendard de la révolte. Pour moi, l'histoire de cette révolte, c'est véritablement un sursaut de dignité. C'est vraiment un moment d'humanité. Ces combattants noirs, que représentent-ils? Ils représentent la défense des droits de l'humanité. Ils représentent aussi la dignité d'un peuple qui reprend sa force et son existence. Tous les esclaves, finalement, aspirent à la liberté, mais n'ont pas forcément une stratégie collective de liberté. Élie va être le chef, l'instigateur. Alors pourquoi fait-il ce saut vers la révolte? C'est là aussi toute une grande interrogation. Il est pratiquement certain qu'en 1811, certains esclaves aient pu rêver, même si c'était qu'au niveau d'un rêve, d'une liberté qui serait allée jusqu'à une liberté politique. Il va y avoir un affrontement où les moyens sont disproportionnés, où les esclaves vont être laminés. Nous vivons aux autres, les autres ils vivent en nous, parce que aujourd'hui, quand nous regardons le système, nous vivons le système moderne, nous ne pouvons pas avancer sans que nous ayons la force de ces héros. L'insurrection des esclaves de 1811 est un moment unique dans l'histoire de la Réunion. Elle survient à Saint-Leu, petite bourgade de l'ouest de l'île où le nombre d'esclaves est très important. Jamais une telle opposition à l'esclavage ne s'était manifestée dans l'histoire coloniale. Jamais une révolte armée n'avait pris cette ampleur. Elle mettra aux prises des centaines d'individus prêts à lutter au péril de leur vie pour la liberté et de grands propriétaires terriens prêts à tout également pour conserver en place le système esclavagiste. C'est sur celui-ci qu'est basée toute leur société. L'île Bourbon ne peut se passer de l'esclavage. C'est son poumon économique. L'esclavage commence avec la colonisation des îles de l'océan Indien et en particulièrement de l'île Bourbon. Au début, il y a l'esclavage, mais ce n'est pas encore l'esclavage officiel. Certains disent que les premiers malgaches qui arrivent à la Réunion étaient déjà des esclaves. D'autres disent non, c'était des domestiques qui vivaient dans un certain état d'infériorité. À partir de 1724, jusqu'en 1848, jusqu'à l'abolition de l'esclavage, jusqu'à
cette révolte de Saint-Leu, il y a une augmentation du nombre d'esclaves, cette fois-ci officiellement, juridiquement reconnue par le Code noir, et c'est ainsi qu'on a plus de 50 000 esclaves au moment de la révolte de Saint-Leu. L'Europe traverse depuis 20 ans une période troublée, ponctuée de grands bouleversements. La Révolution française de 1789 a essaimé ses idées jusque dans les colonies. La Révolution française de 1789, comme celle de Haïti bien plus tard, ont été des moments qui ont favorisé l'espoir chez les esclaves, un espoir de liberté. Et finalement, ils comptaient un petit peu sur cette révolution pour véritablement arriver à l'abolition. Cette révolution française a des répercussions dans les colonies. Ce contexte va favoriser les révoltes d'esclaves. Ce groupe de Noirs est considéré comme une masse remuante, est considéré comme une masse qui est susceptible de prendre le pouvoir dans l'île, d'autant plus qu'à partir de 1791, le spectre de Saint-Domingue devient véritablement une obsession. Ce phare de la liberté qui vient de s'allumer en Amérique esclave, c'est un tournant dans l'histoire de l'humanité. C'est un véritable tournant. Malgré les milliers de kilomètres qui séparent ces deux lieux d'esclavage que sont Saint-Domingue dans les Caraïbes et Bourbon dans l'océan Indien, les idées de 1791 parviennent à passer les mailles. Les bruits de cette révolte noire arrivent par le biais des navigateurs jusqu'aux oreilles des colons et des esclaves de l'île. Il est certain également que les Noirs de Bourbon avaient eu vent de l'abolition de l'esclavage décrétée en février 1794, même si celle-ci, finalement, n'aura jamais été appliquée dans l'île. Mais tout espoir prend fin pour eux lorsque Bonaparte rétablit l'esclavage au cours de l'année 1802, pour le plus grand bonheur des propriétaires créoles. La traite négrière peut dès lors officiellement reprendre, avec son lot de violence et d'atrocités. Les captifs africains sont des hommes libres. Ce sont des gens que l'on capture et qui appartiennent à des sociétés où les gens sont libres. Le système esclavagiste, au sens précis du terme, est un système où l'être humain est capturé, comme on capture un animal à la chasse, et que ensuite on met en esclavage. Les esclaves sont mis à fond de cale dans des navires, les hommes sont enchaînés, les enfants et les femmes ne le sont pas, mais ils sont entassés. C'est 2-3 esclaves par mètre cube, donc vous imaginez l'entassement. La mortalité est importante et certaines expéditions négrières ont une mortalité qui peut dépasser les 20-30%. Ceux qui meurent en route sont jetés dans la mer. Et ceux qui arrivent sur l'île sont marqués, traumatisés. L'inhumanité va se retrouver dans la négation de l'individu et dans le fait qu'on va l'assimiler, le mettre sur le même plan que du bétail. On prend des adultes qui ont entre 15 et 25 ans, disons, en général, et qui vont ensuite être cassés. Et c'est cette déstructuration psychologique qui va être un phénomène d'affaissement, d'écrabouillement de l'humain. Donc on enlève ces jeunes de leur village, de leur espace familial,
Ils arrivent ici et ils sont tout seuls. Une fois débarqués dans l'île, les esclaves sont vendus le plus souvent par lot et se retrouvent, après une mise en quarantaine obligatoire, sur les plantations des propriétaires de Bourbon. Ces colons blancs sont les descendants des Français et Européens arrivés sur l'île dès les débuts de la colonisation, en 1665. Ces premiers habitants étaient généralement des aventuriers qui, grâce à des concessions offertes par la Compagnie des Indes, ont pu former en quelques décennies une véritable aristocratie terrienne. Certaines de ces grandes familles de colons possèdent ainsi plusieurs centaines d'esclaves sur leur habitation. Une habitation, à l'époque coloniale, c'est le cadre de vie des esclaves, du maître, dans lequel se trouve aussi le régisseur, le commandeur de l'habitation. Cette société est composée des maîtres des domaines qu'on appelle les gros blancs, en précisant que blanc, ce n'est pas une connotation de couleur, mais c'est un lien avec la richesse. Dès les origines, Bourbon se trouve marqué par un métissage constant et généralisé de sa population, si bien que la définition même de blanc en devient relativement complexe. En outre, la question de l'esclave métis et de la transgression qu'il suppose de par sa seule existence tourmente la conscience coloniale. Dès le début de la colonisation, il y a des métis. Sur la vingtaine de mariages effectués au début de la colonisation, on a 14 femmes indiennes et malgaches. Femmes de blanc qui donnent naissance aux familles créoles. Il y a les erreurs qui seront faites surtout par des voyageurs qui sont arrivés depuis peu et qui ne savent plus finalement si les blancs sont des blancs et si les noirs sont des noirs, parce qu'on trouve, et on le trouve très bien dans les archives, au XVIIIe et au XIXe siècle, on trouve des noirs qui sont présentés comme blancs, alors qu'on trouve des blancs, considérés socialement comme des blancs, qui sont très bronzés. Les esclaves sont rangés dans des catégories selon leur fonction dans l'habitation, donc les cultivateurs qui sont les plus nombreux. Et puis il y a un certain nombre d'esclaves qui encadrent ces cultivateurs, donc qui sont par exemple le commandeur. On sait que toute la journée, ils étaient au travail, sous l'œil d'un commandeur, que la moindre faute était sanctionnée gravement. Le fouet est l'instrument, l'ustensile principal utilisé par le commandeur pour qu'il y ait rentabilité de l'activité de l'esclave. Travaille au plus vite! C'est l'empire du café. C'est la partie de l'île qui produit le meilleur café, qui en produit le plus, et c'est aussi là où le déséquilibre de population entre les Blancs et les Noirs est absolument extraordinaire. On a mis 3 continents à feu et à sang à cette époque-là. L'Amérique, l'Afrique, dont on déportait une partie de la population qui est très importante, et l'Inde, qui faisait partie du circuit commercial, plus la démoralisation que ce système représente pour l'Europe, tout ça pour boire un café sucré sur les tables d'Europe. En 1811, les maîtres blancs de Saint-Leu vivent dans un certain climat d'inquiétude et d'instabilité. Ils ont peur, assurément. Je le connais bien. De toute manière, il ne veut pas vous discuter avec moi. Ici, il n'y a pas personne qui discute avec moi. Peur de quoi? Bien tout simplement, il y a eu Saint-Domingue. Il y a les Anglais qui arrivent en 1810, et ces Blancs de Saint-Leu se disent, ils vont peut-être abolir l'esclavage. Donc ils
resserrent la discipline sur leurs habitations et ces esclaves se sentent véritablement oppressés. Ils subissent une dure vie, une dure discipline. C'est peut-être là une raison de la révolte de Saint-Leu. Le maître sur son habitation n'est jamais à l'abri d'une attaque de la part de ses esclaves, de ses propriétés, puisque c'est ainsi qu'il les conçoit. L'impératif étant le maintien avant toute chose de l'ordre colonial, les maîtres blancs prennent la précaution, dès le début, de procéder à un recrutement diversifié de leur main-d'œuvre. Un recrutement homogène aurait été un danger pour la colonie, du fait même de la cohésion d'un seul groupe. Voilà pourquoi, en recrutant des Malgaches, des Africains, des Indiens ou encore des Malais, on assurait la stabilité du système. Diviser pour régner a été un des maîtres mots de la domination esclavagiste. On multiplie les ethnies de façon à créer entre les esclaves des rivalités, voire des haines qui font que quand un groupe prépare un complot ou même se comporte de façon indisciplinée, il se trouve dans un autre groupe souvent un dénonciateur qui va, pour essayer de se faire bien voir du maître, voire en obtenir quelques récompenses, et dans les cas extrêmes même, obtenir la liberté par l'affranchissement, qui va être le dénonciateur. Cette menace de la trahison hante l'esprit de l'esclave Élie et de ses compagnons. Rien ne doit parvenir aux oreilles des maîtres. Élie est un esclave créole, un esclave donc qui appartient à Célestin Ibon. Il exerce un métier très recherché. À Bourbon, il est forgeron. Ça veut dire être un esclave à talent. Il y avait chez les Ibons une tradition familiale qui disait que beaucoup d'esclaves de la famille Ibon étaient en fait des fils naturels de leur maître, c'est-à-dire le papa était un monsieur Ibon. Et c'est ce qui semble avoir été le cas pour Élie. Il est issu d'une famille métisse, sa mère, Émilie, mais aussi Prudent. Ils sont tous dans cette révolte. Comme les commandeurs, comme les esclaves de Pioche, ils étaient dans cette révolte. Élie souffre probablement de l'humiliation. C'est certainement un esclave qui n'accepte pas sa condition sur cette terre de Saint-Leu, sur cette habitation de Célestin Ibon. Et on sait que les propriétaires de Saint-Leu sont réputés pour être des maîtres, par rapport aux autres bourgades de l'île, des maîtres rustres, des maîtres durs, parce qu'ils ont peur. Que l'on soit un esclave de pioche, un esclave à talent, ou même un commandeur, quel que soit son statut, on peut être l'objet de supplices. Les châtiments sont fréquents sur les propriétés esclavagistes de Bourbon au XIXe siècle. Les principaux supplices sont le fouet, le carcan ou les chaînes. Et ils se font en public, souvent le matin avant le travail, ou le soir au retour des champs. Assez souvent, des esclaves mouraient sous le fouet. C'est-à-dire qu'ils étaient tellement fouettés qu'ils en mouraient. Voilà ce qui attend ceux qui osent me voler. Ceci contredit la légende qui accourt à Bourbon à son époque, mais comme à des époques encore très récentes, et peut-être encore aujourd'hui chez certains Réunionnais, qu'à Bourbon, l'esclavage était doux, n'est-ce pas, qu'il était paternel.
On a beaucoup de témoignages qui nous disent que les 30 coups de fouet, par exemple, que normalement le Code noir interdit de dépasser, sont souvent dépassés. Allez, Azad! On finit là, allez! Donc Eddy a dû assister. Il a peut-être même lui-même été victime du fouet de supplice. Et on peut alors comprendre pourquoi, à un moment donné de l'histoire, en sachant que les Anglais sont sur l'île, qu'il y a cette chance de libération, les esclaves décident de sauter le pas, de franchir le Rubicon et d'aller vers la révolte en sachant que cette liberté ne sera pas facile à acquérir, en sachant que la mort est au bout. Si les esclaves ont toujours manifesté leur désir de liberté depuis l'introduction de l'esclavage dans la colonie, cette revendication a pris plusieurs formes. Marronnage, suicide, empoisonnement, incendie. 5 à 6% de la population esclave est concernée par ces formes de résistance. Les autres, la grande majorité, n'osent pas braver le système coercitif de la colonie. La liberté qu'offre le marronnage n'est d'ailleurs pas une vraie liberté. Le marron est un libre en sursis. La main d'un fugitif tué dans les bois rapporte en effet une belle prime aux chasseurs de noirs. L'approvisionnement en eau des habitations de Saint-Leu se fait à la ravine du Trou, le principal point d'eau de la région. C'est là que les esclaves peuvent se retrouver sans éveiller de soupçons. Ce lieu aura ainsi une importance cruciale dans l'organisation de la révolte de Saint-Leu. Pendant des années et des années, les esclaves, tous les matins, de différentes propriétés qui étaient proches de la ravine du Trou, se rassemblaient pour aller chercher de l'eau. Cela a permis des rapports étroits entre les esclaves. Ça va leur permettre de préparer cette révolte progressivement et de la mettre en place. Et ce n'est pas un hasard si ce sont des esclaves des propriétés tout proches qui vont massivement se révolter. Ils se sont réunis autour d'Élie et de ses protagonistes et ils ont organisé, ils ont fomenté la révolte. Ce qui est important à retenir, c'est l'organisation. Gilles. Eddie. Un drapeau. Les esclaves de la révolte de Saint-Leu se donnent un emblème symbolique, révélateur sans doute d'une certaine prise de conscience politique. Comment ce drapeau à fond bleu et à croix blanche est-il arrivé sur les lieux de la bataille? Nul ne le sait. Mais cela a dû faire l'objet d'une réflexion, d'une préparation, de la part d'Élie, Gilles, Prudent et Pierre-Noël, les leaders de l'insurrection. En s'affirmant ainsi autour d'un drapeau, les insurgés se posent en porte-parole de l'ensemble des esclaves de l'île. Gilles, là qui est bataille là. On finira ensemble un beau trou, Rickbourg. À la tête de cette révolte, il y a 16 esclaves créoles. Il y a aussi des Malgaches, il y a des Africains. Ces révoltés s'organisent bien avant la ravine du Trou. En amont, ils avaient préparé cette révolte. Malgré tous ces efforts, la révolte de Saint-Leu n'a pas échappé à la règle. Comme beaucoup d'autres avant elle, cette insurrection a été trahie et dénoncée par un esclave.
Ce délateur, ce traître avait pour nom Figaro. Figaro fait partie justement de ce lot d'esclaves qui est plus proche du maître, qui sont plus proches du maître que du groupe des esclaves. Et pour ce type d'esclaves, tel que Figaro, la dénonciation, c'était synonyme de libération, d'émancipation, d'affranchissement, mais individuel. Il va recevoir une rente à vie, et puis après 1815, il reçoit l'îlette à cordes. Et il possédera à son tour des esclaves. Figaro prévient le commissaire civil de Saint-Louis, M. Gironde, de l'imminence de la révolte. Ce dernier ne met pas en doute ses dires et prend aussitôt les dispositions militaires qui s'imposent. Dès le matin du 4 novembre, M. Gironde fait le tour des habitations de Saint-Leu. Il rencontre là-bas notamment Adam Maricourt. Celui-ci a du mal à prendre au sérieux la menace. Adam Maricourt se rend donc sur Saint-Leu, et en se rendant sur Saint-Leu, il rencontre près d'une caféterie les esclaves révoltés. Et Maricourt considère que ce groupe ne représente aucun danger, et comme il a un fusil, il va tenter de tirer sur les esclaves. En dépit de ses armes à feu, il sera attaqué aux abords d'une caféterie par une faction de rebelles et laissé pour mort sur le chemin. La nouvelle de l'agression de Maricourt se répand comme une traînée de poudre dans la région. Sur ordre du commissaire Gironde, une patrouille est diligentée et arrête successivement les esclaves dénoncés par Figaro. Il dénonce Jean, il dénonce Évariste, et il dénonce Benjamin, et il dénonce Giréon. Et ces personnes sont conduites en prison. L'esclave Géréon parvient néanmoins à prendre la fuite et à rejoindre quelque temps plus tard le camp des révoltés. Élie, Zil, Prudent. Informés de la possible trahison de Figaro, Élie et Gilles, les chefs de la révolte, décident d'agir au petit matin. Ils craignent en effet que les défaillants ne donnent l'alerte et que l'attaque surprise n'échoue. Figaro, ça fait, Figaro a dénoncé. Figaro, c'est un traître, ça. Figaro, faut nous sous-qualité. Nous gagnons plus attendre, là. On ne peut plus. L'air fin arrivé, là, non. On dirait que il connaît ce qu'on est en train de faire. Ils vont se dépêcher de mettre en œuvre leur révolte qui aurait peut-être dû attendre des venues d'autres esclaves de la zone du Gaulle à Saint-Louis. Une nuit sombre et angoissante a recouvert les cases de Bourbon. Nous sommes à la veille de la révolte. Le soleil qui poindra bientôt signera le premier jour de liberté de tous ces esclaves révoltés. Manala complote ça, la ravine trou, et là, avec en gros 60 esclaves, il décide, lève la révolte. Il souffle dans l'ancive là, pour annoncer toutes bonnes esclaves autour, à non lever. Ce vendredi 8 novembre 1811, une centaine d'esclaves se rassemblent à l'aube à la ravine du Trou et s'organisent sous la direction d'Élie, assisté de Gilles et des autres leaders de l'insurrection. Parallèlement, un second rassemblement s'était mis en place au petit matin, au lieu dit Le Portail, dans les Hauts de Saint-Leu. Mais on apprendra bientôt sa dispersion par une attaque de miliciens qui fera 4 morts. Zordi a pas un jour comme un autre, ça. Zordi nous prend les armes.
Zordi nous bataille! Ensemble! Zordi! Nous prenons notre liberté, nous là! Le groupe des révoltés, conduit par Élie, prend alors la direction de l'habitation de Jean Massé. Certains estiment que le danger n'existe pas. En particulier, Jean et Armel Massé qui restent sur leur propriété et qui se disent, après tout, ce ne sont pas 200 ou 300 esclaves ou une bande d'esclaves armés de saguets ou de pioches qui pourront faire face à des fusils. Élie va déclarer, cela est confirmé par les archives britanniques, Élie va déclarer qu'il ne faut pas toucher aux femmes, que c'est les hommes qu'il faut tuer. L'humanité d'Élie se lie ici. Il fait la guerre aux hommes, au système, il ne fait pas la guerre aux femmes. La détermination est donc bien réelle chez ces révoltés. Après la mort de Jean Massé, c'est à l'habitation de son jeune frère, Armel, que les esclaves vont s'attaquer. Et là, Armel Massé, lui, plus jeune, qui lui aussi est inconscient, se mettre face à une centaine, 200 esclaves, on ne sait pas encore combien, mais le nombre d'esclaves augmente. Armel! L'arc ton fusil ne va pas faire rien. Élie, vous connaissez tout d'hommes, on est bien soigné ici. Armel, l'arc notre frère! Élie, Anazat! Armel Massé est à son tour tué. Élie découvre alors sur l'habitation 2 esclaves mis au bloc, Bastien et Joson. Il entreprend aussitôt de les libérer du carcan. Il les enjoint à rallier l'insurrection et à se battre à ses côtés pour la libération de tous les autres esclaves. La libération de Bastien et de Joson par Élie est un acte très fort, c'est un acte symbolique, c'est un acte qui marque. C'est le chef. Élie est là, il est dans sa posture de libérateur. Et tous les esclaves qui sont autour de lui voient ça. C'est pour la première fois dans l'histoire de l'île, avant Sardaghariga, qu'un esclave libère d'autres esclaves.
Dès la matinée du 8 novembre, les colons de Saint-Leu sont mis au courant du développement de la révolte dans les Hauts de la région. Plusieurs esclaves fidèles, en effet, sont déjà allés avertir leur maître des terribles événements. Les propriétaires décident dès lors de s'organiser en milice armée. C'est un ancien sergent du nom de Fougeroux qui prend la commande des opérations. Branle-bas de combat à Saint-Leu devant la mairie. Et une petite troupe va se mettre en place. Une petite troupe avec Rigbourg, Lossandière, Baïf, Léibon. Et là, une vingtaine de colons volontaires décident de partir à la bataille. Avec eux, une vingtaine d'esclaves fidèles. Les miliciens menés par Fougeroux sillonnent à travers la ravine des Poux jusqu'à atteindre les Hauts de Saint-Leu. Ils entendent bientôt les lancives et les tambours de la troupe des révoltés. En effet, Élie et les siens sont alors en liesse. Fougeroux, qui a la maîtrise de la guerre, positionne ses tireurs de part et d'autre du fond de vallée, où va devoir forcément passer le groupe des insurgés. En outre, il décide de placer les esclaves fidèles qui les accompagnent au milieu du chemin. Le piège est désormais tendu. Tir croisé des deux côtés. Et puis là, il y a 50 esclaves qui tombent. Donc ils vont fuir pour ne pas mourir. Alors certains sont blessés, tombent, certains sont achevés sur place. Élie, lui, réussit à partir aussi. Et il va se rendre dans la forêt. Il restera pendant 20 jours. On ne sait pas où il est passé. Certains vont s'enfuir pour longtemps parce qu'ils vont partir marron et on ne va pas les retrouver. D'autres vont être arrêtés et on arrivera au nombre de 145 esclaves qui seront arrêtés et interrogés dans les prisons de Saint-Denis. Qu'est-ce qui s'est passé dans sa tête? Personne ne peut le dire. Il revient. Et il va se rendre à Saint-Paul, où avaient été emmenés d'autres esclaves et où se trouvait un poste de la milice britannique. Et il va se rendre au colonel Kelso, anglais, et dire « Je suis le chef, je me rends ». Il n'y a pas d'alternative pour lui. Je pense qu'il ne peut pas se sauver marron et rester marron. Et puis peut-être qu'il a choisi aussi d'assumer ses actes. Ayant vu ses camarades en prison, il s'est rendu par honnêteté. Mais c'est aussi parce que, étant le chef quand même de la résistance, de la révolte, sa place était à côté des insurgés. Après la révolte, doit intervenir le très attendu procès des esclaves de Saint-Leu. L'instruction de ce procès se met en place dès le lendemain de l'insurrection. Elle est confiée au juge Ozou, qui va entendre les 145 esclaves inculpés et incarcérés à la prison de Saint-Denis. Le rôle de ce magistrat est d'établir clairement l'identité des instigateurs. De façon étonnante, le procès aura donc été confié à la magistrature créole. Il s'agit là de la volonté de Farquhar, le gouverneur anglais des Mascareignes. Farquhar fait comme Ponce Pilate, il se lave plus ou moins les mains et il dit aux créoles « Vous allez régler cette affaire ». Tous les esclaves prévenus dans cette affaire vont être incarcérés à la geôle de Saint-Denis. Alors c'est une geôle ancienne, vétuste, exiguë, et ces esclaves qui vont arriver,
eh bien, vont être incarcérés dans des conditions insupportables. Au point même qu'un certain nombre parmi eux vont décéder suite à des épidémies et bien sûr ne pourront même pas être présents au moment du procès. On compte à peu près 55 esclaves dont on est sûr, dont on peut identifier le nom, qui sont morts à l'occasion de cette révolte. Et un certain nombre, près d'une trentaine, sont morts en prison dans des conditions de détention qui étaient absolument effroyables, puisque même les Anglais s'en offusquaient et demandaient à ce qu'on leur donne quand même un peu à manger. L'instruction du procès des esclaves de Saint-Leu durera un peu plus de 3 mois, dans le cadre d'un tribunal spécial. Les séances se dérouleront, chose exceptionnelle, à l'intérieur de l'église de Saint-Denis, qui est alors le plus grand bâtiment de la ville. Je crois qu'il y a une volonté de mise en scène. C'est du théâtre tragique, mais c'est du théâtre. On a dit que la salle du tribunal était trop petite, donc ça se passe dans l'église. Ça donne un caractère sacré à l'entreprise. Pourquoi l'église? Alors, symbole, probablement. C'est durant la Semaine Sainte, le samedi 11 février 1812, qu'est rendue la sentence du procès des esclaves de Saint-Leu. Le 11 février, la sentence est annoncée et est mise en délibéré. Et là, on annonce la condamnation de 25 personnes. 25 condamnations à avoir la tête tranchée, à mort. Chaque fois qu'il y a des révoltes collectives, il y a une répression sanglante, terrible. Ça, c'est absolument nécessaire. Je dirais même que c'est nécessaire à l'ordre colonial esclavagiste. Il ne peut pas s'en dispenser. Mais ce jour-là, un autre événement hors du commun va marquer l'opinion. Il se déroule à proximité de l'église de Saint-Denis. La foudre va traverser le tribunal avant que la sentence ne soit rendue et va frapper dans un bâtiment voisin l'épouse et la belle-sœur d'un des magistrats qui vont juger les esclaves. Beaucoup interpréteront cet accident climatique comme un signe magique ou divin. 7 des condamnés à mort bénéficieront de la grâce du roi Georges III, que Farquhar utilise par délégation. Leurs peines sont commuées le 8 avril 1812 en travaux publics à perpétuité. Alors, les exécutions vont se dérouler dans différentes bourgades de l'île, pas seulement à Saint-Leu, parce que tout simplement, on voulait faire des exemples. Le 10 avril à 15 h, on va déjà emmener les 2 premiers exécutés à Saint-Denis, capitale. Et là, on va les emmener jusqu'au lieu dit Le Butor, et on va donc procéder à l'exécution des 2 premiers esclaves qui auront la tête tranchée par un bourreau, qui était un esclave. Le 13 avril 1812, 11 autres condamnés à mort sont conduits en chaloupe dans différentes communes de l'île. Ainsi, le mercredi 15 avril, à 15 heures précises, 4 prisonniers sont décapités à Saint-Paul. 5 le sont à Saint-Leu et 2 autres à Saint-Pierre. Enfin, le 24 avril 1812, à 6 heures du matin, les 2 derniers esclaves sont exécutés en place publique de Saint-Benoît. L'autorité judiciaire va développer une véritable stratégie de la terreur. C'est une cérémonie sanguinaire. Il s'agit encore une fois d'intimider la population esclave, représentée comme l'armée des vaincus, face au peuple dominant constitué des colons. On est dans un système colonial répressif qui n'hésite pas à assassiner et à détruire les gens qui sont dangereux.
Élie, recommande ton âme au Seigneur. C'est vraisemblablement à Saint-Leu, sur les lieux mêmes de l'insurrection, que le 15 avril 1812, Élie, l'esclave forgeron et meneur de la révolte, meurt sous la hache du bourreau. Au cours de l'année 2011, des archéologues et historiens réunionnais ont pu mettre au jour, sur la baie de Saint-Paul, un cimetière d'esclaves jusqu'alors inconnu. Cette découverte a suscité depuis lors bon nombre d'interrogations. Mais une hypothèse incroyable a également pris corps avec elle, au fil du temps. L'hypothèse selon laquelle se trouveraient, à l'intérieur de cette fosse, les squelettes des esclaves décapités en avril 1812 sur la place publique de Saint-Paul. Quand j'ai vu ces squelettes, la seule chose que j'ai eu envie de faire, c'est de pleurer. Et puis de me recueillir, parce que je me suis dit, ils sont là. Ils sont là. Même s'il ne reste plus que des squelettes, ils sont là. Ce sont mes ancêtres. Ce sont nos ancêtres. L'émotion, comment ils montent sur vous. Quand on voit ça, on voit vos ancêtres en fuite là. Quand on voit le cimetière blanc juste à côté. Et l'île a point de dignité. Il est en fuite là. Dans le sable, là, empilé sur une silote, c'est un sarnière. C'est un sarnière d'esclaves. Et là, dans le moment où tu es prévu faire un joli parking comme ça, où ça personne n'y connaît pas, il y a bon lieu comme ça, hein, ici à La Réunion. À partir du moment où les Réunionnais auront connaissance de leur histoire, eh ben, ils verront l'esclave en tant qu'humain, et à travers tout ce qu'il a amené, tout ce qu'il a drainé comme patrimoine et comme héritage. Et bien l'important pour connaître l'histoire, parce que dans l'école, là, pas apprendre à nous aussi. Là, apprendre à nous, nos ancêtres les Gaulois, mais là, pas expliquer à nous. La colonisation, dans l'éducation, il y a l'éducation, il envoie à l'école, il envoie au catéchisme, pour apprendre le bon chemin, mais ça pas compte à eux que ça y a fait avec vous. C'est légitime, ça pose. Mais pour nous, non. Pour nous, l'important, de savoir que ça l'a fait avec nous, nos ancêtres. Parce que nos ancêtres n'étaient pas gaulois. Et quand on aura diffusé ça aux Réunionnais, je crois que là, on pourra être en paix avec nous-mêmes. Et en paix, on pourra construire cette réunionnité, parce que je pense personnellement qu'elle est encore à construire.
Assois mon mouna, mon noir, fais-moi l'esclavage, fais-moi le temps magos. Tu ne m'y plais pas de moussoir, mi sont éclairage, pas donne l'effet la mondeuse. Assois mon mouna, mon noir, fais-moi l'esclavage, fais-moi le temps magos. Tu ne m'y plais pas de moussoir, mi sont éclairage, pas donne l'effet la mondeuse. Fais-moi l'esclavage, fais-moi le temps magos. Mi sont éclairage, pas donne l'effet la mondeuse. Fais-moi l'esclavage, fais-moi le temps magos. Mi sont éclairage, pas donne l'effet la mondeuse. Tout testament, mon testament, mon petit pas de mon des animaux. Hippolyte Geneviève, Vazon, ça lavonne à l'estime, le corps de plus bas que le chien. Tout testament, mon testament, ben pourri tout le monde même tôt. Minerve, Honorine, Lindo, Valère, Gongon, souffrance, madame des bassins. On bat tous les bobs sur une caviar, pour gagner de bout de l'âme là. Piquez sa petite tambour là, pour y bouffer les caflas. Bat tous les bobs sur une caviar, pour gagner de bout de l'âme là. Piquez sa petite tambour là, pour y bouffer les caflas. On bat tous les bobs sur une caviar, pour gagner de bout de l'âme là. Piquez sa petite tambour.